Bonjour les TES, donc aujourd'hui c'est le cours sur l'Asie du Sud et de l'Est, les défis de la population et les défis de la croissance économique, donc c'est le titre du cours. Alors en introduction d'abord, c'est où l'Asie du Sud et de l'Est? Donc c'est l'Asie du Sud, Inde et plus tous les pays qui l'entourent, comme le Sri Lanka par exemple. Ensuite, l'Asie du Sud-Est, donc l'Asie du Sud-Est, c'est Thaïlande, Malaisie, les anciennes colonies françaises d'Indochine, c'est-à-dire le Laos, le Cambodge, le Vietnam, le grand archipel indonésien, l'archipel philippin, et puis on arrive en Asie de l'Est, ensuite Chine, Inde, les deux Corées, plus les petits pays autour, vous savez, comme Taïwan par exemple. Donc c'est une bonne part de l'Asie, ça exclut la Russie évidemment, et puis tout ce qui est Asie centrale, les pays en ce temps, et le Proche et Moyen-Orient, l'Occident asiatique. Donc cette zone, elle a une caractéristique d'abord, c'est la partie la plus peuplée de la planète, avec plus de 3,5 milliards d'habitants, essentiellement localisés en Chine et en Inde, les deux grandes puissances démographiques planétaires. C'est la moitié de l'humanité qui vit ici. En plus, ce sont des pays avec un niveau de développement inégal. Si on a des pays très développés, qui sont minoritaires, comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour ou Taïwan, on a des pays aujourd'hui qui sont extrêmement pauvres, on va dire pour faire simple, en voie de développement, pour être dans des termes un peu plus scientifiques. Alors bien sûr, la Chine et l'Inde qui sont des émergents, mais on a aussi des pays très très pauvres, le Bhoutan par exemple, coincé entre la Chine et l'Inde, dans la chaîne himalayenne, ou bien sûr la Corée du Nord, exclue de tout un tas de processus internationaux et d'organisations. Alors, le problème dans cette zone, donc, c'est de permettre à la moitié de l'humanité d'avoir un accès à un quotidien convenable, d'avoir un processus de développement correct. C'est l'amélioration quotidienne du niveau de vie des populations, vous le savez, dans tous les domaines. Donc, cet enjeu, il est crucial, et c'est ce qu'on doit voir dans ce cours. Alors, la première partie s'intéresse d'abord aux problèmes uniquement démographiques. Donc, le grand A de la première partie s'intéresse au déséquilibre démographique. Donc dans cette zone très peuplée, donc d'abord il y a une question de localisation qui n'est pas très dure, et ensuite il y a la question de la croissance actuelle de la population. Elle est très forte encore dans certains pays parmi les plus pauvres. Par exemple en Asie du Sud-Est, en Indonésie ou au Vietnam. Les populations en développement traditionnellement font beaucoup d'enfants. Donc on a encore des taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants moyens par femme, qui est important. C'est beaucoup moins le cas dans 3 autres zones. Alors, d'abord, en Chine et en Inde, où il y a eu des politiques qu'on appelle antinatalistes, autoritaires pour la Chine depuis 1979, où entre 1979 et 2016, on avait inculqué la loi de l'enfant unique. Donc, il était interdit d'avoir plus d'un enfant, sauf pour quelques minorités. Ce qui a considérablement ralenti la croissance de la population, qui était quand même énorme. Aujourd'hui, cette loi a été abrogée et parce que la population chinoise commence à vieillir et le gouvernement commence à s'inquiéter de l'inverse et de problèmes qui ne sont plus ceux qui étaient auparavant d'un excès de natalité. Pour l'Inde, il a été choisi aussi une politique antinataliste dans les années de mettre en place une politique antinataliste dans les années 1990. Cependant, cette politique antinataliste, contrairement à la Chine, n'était pas obligatoire et donc elle a beaucoup moins porté ses fruits. Dans ces deux pays, donc on a une croissance ralentie. Pour le Japon, on a une autre situation. Le pays est très développé à économie de marché, comme en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord. La population vieillit, et donc on a l'inverse. On a une natalité insuffisante, 1,2 enfants par femme au Japon. C'est faible. Pour assurer un renouvellement des générations, il faut un taux de fécondité à 2,1 enfants par femme. Vous savez, 2 parents qui font 2 enfants. Sinon, si ils font qu'un enfant, il n'y a pas renouvellement des 2 de la génération précédente. Et le virgule 1, en fait, c'est tous les enfants qui ne procréent pas, soit à cause des accidents de la vie, soit parce qu'ils ont fait des choix humains, religieux, sexuels, différents. Voilà pour la première partie. Le deuxième problème, c'est que ça crée des défis, cette croissance démographique inégale selon les États et les espaces. Globalement, il y a 3 défis différents. Le premier, c'est qu'une population aussi importante, elle se masse dans les villes. Il faut gérer l'urbanisation et le problème d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'école, etc. Donc ça, c'est les problèmes qu'on retrouve dans toutes les mégapoles. Et c'était les problèmes essentiels que vous avez dû comprendre sur le cours sur Mumbai. Deuxièmement, il y a des défis qui sont liés au problème des politiques antinatalistes qu'on avait évoquées précédemment. Et donc, notamment en Chine, quand on interdit de faire plus d'un enfant, et que dans le droit chinois, ce sont les hommes et non pas les femmes qui héritent,
eh bien, on se retrouve avec des infanticides féminins. En effet, si vous n'avez qu'une fille et qu'elle se marie, c'est son mari qui va hériter de vos biens à votre mort, ce qui peut poser tout un tas de problèmes, notamment si juste après votre mort et après avoir hérité, votre gendre décide de divorcer avec sa femme qui se retrouve à la rue sans aucun bien, puisque vous êtes mort vous en tant que parent, et puis c'est son ex-mari qui avait tout récupéré. Donc du coup, dans les familles chinoises, dans les années 80-90, on tue les petites filles à la naissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de garçons en Chine, notamment dans les zones rurales de l'Ouest, donc il y a beaucoup plus de garçons que de filles, ce qui pose tout un tas de problèmes liés au mariage, au célibat, etc. Dernier problème, c'est le vieillissement de la population dans certains endroits, et notamment au Japon. Le vieillissement de la population pose les mêmes problèmes de façon exacerbée qu'en Europe. D'abord des problèmes de gestion du grand âge, comment gérer une population vieillissante, malade, etc. C'est la question des maisons de retraite, des EHPAD, etc. chez nous. Et d'autre part, comment on peut payer les retraites. La population active est de moins en moins nombreuse. Les retraités, eux, augmentent en nombre. Surtout qu'au Japon, il y a un style de vie qui fait qu'il y a souvent des gens centenaires. Bonne alimentation, sport, etc. Et de fait, ce sont des questions complexes de déséquilibre. Voilà pour la question démographique. Alors, deuxième partie, la question économique, cette fois. Pour la question économique, on a eu un développement très particulier de cette zone qui est encore en cours. C'est ce qu'on appelle la croissance économique par étapes en vol d'oie sauvage. Alors c'est le petit schéma que je vous ai mis dans le cours. Il est assez simple à comprendre si vous m'écoutez bien. La zone est en 1945 très peu développée. Et donc on va assister entre 1945 et aujourd'hui à une croissance à la fois historique et géographique. L'impulsion vient des États-Unis d'Amérique qui détruisent le Japon en 1945, Hiroshima, Nagasaki, tout ça, et qui donc, au lendemain de la guerre, décident de reconstruire le pays. Les États-Unis investissent massivement vers le Japon et les entreprises américaines vont émettre des investissements directs à l'étranger vers le Japon pour délocaliser et profiter d'une main-d'œuvre qui, à l'époque, est beaucoup moins chère que ce qu'elle est aujourd'hui. Le Japon a un effet d'aubaine et voit plein d'usines américaines s'ouvrir sur son territoire. De l'argent américain afflué. Le pays se développe hyper rapidement. C'est l'équivalent des 30 glorieuses pour l'Europe. Entre 1955 et 1975, c'est pour le Japon ce qu'on appelle la période de haute croissance. Le pays, en 1975, devient la deuxième puissance économique mondiale. Les entreprises nippones, devenues presque des FTN, puisqu'on n'utilise pas encore tout à fait le terme à cette époque, vont à leur tour décider de délocaliser et d'émettre des IDE vers des pays alentours où la main-d'œuvre est moins chère. Ils vont d'abord délocaliser vers des pays qui sont alliés du bloc occidental, puisqu'on est dans une zone où il y a quand même la guerre froide avec la Chine. Donc des alliés de l'Occident, mais à peu près stables. Des pays très pauvres, donc où la main-d'œuvre est pas chère. C'est à l'époque Singapour, Taïwan, la Corée du Sud et Hong Kong qui est encore une colonie britannique mais en train de se développer mais encore assez pauvre. Ces pays, qu'on appelle les quatre dragons, vont connaître une énorme croissance économique et à leur tour vont investir dans d'autres pays. Donc à partir des années 90, ce sont les tigres, par exemple la Thaïlande, et puis l'Inde et la Chine surtout, bien sûr, qui s'ouvrent à ce moment-là suite aux réformes de Deng Xiaoping du début des années 80. Aujourd'hui, le processus continue et Chine et Inde sont en train d'investir, alors non seulement dans d'autres espaces comme l'Afrique, mais aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est qui étaient encore un peu isolés de ce processus, notamment par exemple le Vietnam. Donc on a la forme d'un vol d'oie sauvage, l'oie de tête, le Japon, qui a investi vers 4 pays, les fameux 4 dragons, qui ensuite ont investi vers un nombre de pays plus large, les tigres, la Chine et l'Inde, et ensuite aujourd'hui les derniers pays qui sont beaucoup plus nombreux vers lesquels on investit. Donc on a une croissance historique, 45 pour le Japon, les années 70 pour les dragons, les années 80-90 pour la Chine, l'Inde, etc. Puis aujourd'hui, et par étapes, voilà, comme dans le ciel, quand vous regardez des oies qui migrent soit vers l'Europe, soit vers l'Afrique, selon la saison. Alors cette croissance, elle est unique au monde. On ne retrouve pas les mêmes phénomènes en Afrique ou en Amérique. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des particularités. Et c'est la fin du grand A, du grand 2. Donc il y a deux atouts, surtout pour cette Asie. D'une part, une population nombreuse, donc une main-d'œuvre importante qui au départ est très peu payée et qui permet de développer vraiment fortement l'industrialisation. On ne pourrait pas avoir le même phénomène ailleurs. Et d'autre part, ce qu'on appelle une économie
extraverti.